Bienvenue dans le podcast Shine, le podcast qui permet aux femmes de rayonner. Je suis Christine Levicki, coach et auteure de plusieurs best-sellers de développement personnel, dont J'arrête de râler et J'arrête de vivre ma vie à moitié endormie, tous les deux publiés aux éditions Erol. À travers les différents épisodes de ce podcast, je souhaite vous permettre de rayonner dans votre carrière ou votre business, de rayonner dans vos familles, de rayonner dans votre sexualité et de rayonner dans tous les domaines de votre vie. Je sais que parmi toutes mes auditrices, il y en a certaines qui rêvent d'écrire un livre. Peut-être que c'est vous. Peut-être que vous en avez assez, que ce projet reste un doux rêve et vous vous sentez enfin prête à le concrétiser. Si vous aimeriez recevoir des conseils pratiques de la part de quelqu'un comme moi qui a écrit plusieurs best-sellers et qui comprend bien quels sont les défis à surmonter, comme oser croire en soi, comment rester discipliné, comment dépasser le fameux syndrome de l'imposteur, comment organiser ses idées, trouver un éditeur et surtout comment ne pas abandonner. Alors mon séminaire « Comment écrire un best-seller » est exactement ce qu'il vous faut pour se lancer. Je vous invite à me retrouver à Paris le mercredi 16 octobre de 10h30 à 17h dans les locaux de mon éditeur aux éditions Erol sur le boulevard Saint-Germain. Pour en savoir plus, allez sur mon compte Instagram Christine Levicki et vous trouverez le lien avec toutes les informations dans la bio. Vous pouvez aussi visiter mon site internet christinelevicki.com. À très bientôt. Bienvenue dans le podcast Shine, le podcast qui permet aux femmes de rayonner. Je suis Christine Levicki, coach et auteure de plusieurs best-sellers de développement personnel, dont J'arrête de râler et J'arrête de vivre ma vie à moitié endormie, tous les deux publiés aux éditions Erol. À travers les différents épisodes de ce podcast, je souhaite vous permettre de rayonner dans votre carrière ou votre business, de rayonner dans vos familles, de rayonner dans votre sexualité et de rayonner dans tous les domaines de votre vie. Des questions, des envies, des recommandations, rejoignez-moi sur mon compte Instagram @ChristineLevicki pour échanger. Et pour conclure cette intro en beauté, je voudrais vous annoncer que les inscriptions pour mon fameux séminaire Wake Up sont ouvertes. Il aura lieu du 21 au 23 juin 2024 à Nantes. Wake Up, c'est le séminaire pour les femmes qui veulent réveiller leur vie et briller. Pour en savoir plus, il vous suffit de visiter mon site christinelevicki.com/wake-up. Bonne écoute! Aujourd'hui, je reçois Charlotte Attry pour parler d'un sujet qui concerne sûrement plusieurs de nos auditrices et auditeurs, mais que nous n'avons jamais abordé dans ce podcast. Le syndrome du nid vide. Autrice formée au journalisme et à la psychologie, Charlotte Attry est spécialiste des problématiques de société avec un penchant pour les défis liés aux transitions de vie. Ses missions, informer, décrypter, accompagner, et ce à tout âge. Une motivation qui l'a amenée à collaborer avec différents médias. En presse télévisée, elle a endossé les casquettes d'enquêtrice, réalisatrice et rédactrice en chef. Elle a travaillé pour le JT de France 3 et de nombreuses émissions magazines. En presse écrite, elle a travaillé plus de 10 ans pour le groupe Milan Presse, notamment pour le mensuel pour les adolescentes Julie Magazine. Depuis 2019, elle a rejoint la rédaction de French Morning, le premier média en ligne sur l'actualité des Français vivant aux États-Unis. Dernièrement, c'est en tant qu'autrice qu'elle met au profit son expertise avec une collection de guides remarqués à destination des femmes de plus de 45 ans, publiée par Bambou Éditions. Ménopause, toi et moi, on s'explique est ainsi sorti en 2020, suivi par Le syndrome du nid vide, toi et moi, on s'explique, qui est sorti en 2021 et qui va être le sujet de cet épisode aujourd'hui. Et actuellement, Charlotte est aussi en train d'enquêter sur les couples en crise pour un livre qui est prévu en 2024. Charlotte est installée à Berkeley dans la baie de San Francisco depuis 2015 et elle continue à collaborer avec des médias français. Elle a monté aussi une structure d'édition américaine et son premier livre pour enfants, Pacita, The Pacifier Fairy, qui est sorti en 2020, a reçu un accueil enthousiaste aux États-Unis et a été adapté par le marché chinois en 2022. Eh bien dis donc, bravo, bravo Charlotte pour tout ça. Merci beaucoup. Bienvenue dans ce podcast. Un plaisir. Donc, Merci. j'avais envie d'aborder ce sujet du nid vide, probablement parce que je commence à être concernée. C'est souvent le cas. Voilà, mais aussi ma collaboratrice se sentait concernée. On a eu un petit team meeting et on s'est dit, tiens, c'est un sujet qu'on n'a pas encore abordé. Et que voilà, je me suis dit que ça pouvait être chouette. Je suis curieuse de savoir si toi, tu as aussi une expérience personnelle sur le syndrome, ou en tout cas le syndrome de nid vide, ou en tout cas, qu'est-ce qui t'a inspiré pour écrire un livre sur ce sujet?
Alors, écoute, tu as résumé parfaitement ce que j'ai fait ces dernières années. Le premier livre de la collection pour les femmes de plus de 40 ans, là, sur lequel j'ai travaillé, c'était la ménopause, un sujet relativement tabou, dont on parle relativement peu et sur lequel on manquait pas mal d'infos. Et puis, après ce premier tome, on s'est dit sur quel sujet on aimerait travailler, qui s'inscrit un peu dans la même veine, c'est-à-dire un sujet dont on ne parle pas beaucoup, encore un peu tabou. Et assez rapidement, le syndrome du nid vide est arrivé. Donc, moi aussi, j'ai une collaboratrice qui a eu trois grands-enfants qui sont partis. Et notre éditeur chez Bambou était concerné et nous a dit, moi, ça m'intéresse beaucoup. Et pourtant, c'était un papa, hein, parce que ça aussi, c'est un cliché. Et là, on s'est dit, allons-y, c'est super. Moi, à titre perso, mes enfants sont encore à la maison. Je suis encore dans la phase où je râle parce que je dois les amener à droite à gauche, parce que les courses sont pas faites, parce qu'il y a du bazar dans les chambres. Mais depuis que j'ai fait ce livre, je râle un petit peu moins. J'en profite. Bah, c'est une bonne nouvelle. Voilà, exactement. Et Hmm, je serai prête du coup. d'accord. Alors, le titre, hein, c'est le syndrome du nid vide. Moi, je connaissais le nid vide, mais le syndrome, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu de quoi on parle, en fait, quand on parle de syndrome du nid vide? Ouais, évidemment. Alors déjà, donc le syndrome du nid vide, c'est une notion relativement récente. Je crois que le terme apparaît, si je dis pas de bêtises, en 1914 sous la plume d'une romancière américaine, mais c'est seulement dans les années 70 que le concept il est réellement cliniquement étudié et défini. Et il correspond à cette période après le départ des enfants de la maison, parce qu'ils s'installent en ménage, parce qu'ils partent faire leurs études, parce qu'ils partent en voyage. Et donc, ils quittent le nid familial et à ce moment-là, il y a un grand sentiment de vide, un grand sentiment d'inutilité qui va prendre aux tripes un peu les parents, un gros pincement au cœur souvent, et qui va plus ou moins s'enliser. Alors, quand il s'enlise et qu'on a des difficultés, quand on est vraiment au creux de la vague sur le plan émotionnel, c'est là qu'on va parler de syndrome du nid vide. Et d'après les chiffres et les études, ça toucherait environ 35% de parents, une grande majorité de mamans. Hmm. Ah oui, quand même, 35%, ok. Ouais, Alors, je suis curieuse de je savoir. pense qu'il est en dessous de la réalité, puisque évidemment, c'est pas encore très, très étudié. Mhm, d'accord. Je suis curieuse de savoir justement comment toi tu as fait pour faire des recherches pour écrire ce livre. Comment tu t'y es pris? Je suis journaliste de profession, j'aime l'investigation, donc il s'agit d'enquêter. La base, quand on a un sujet comme ça, et surtout quand on n'a pas eu une expérience, l'avantage, c'est que j'ai pas un avis préconçu sur le sujet. Donc à ce moment-là, je vais contacter à la fois des experts, des professionnels de la question, donc des psychologues notamment qui travaillent sur ce sujet-là, des personnes qui ont écrit des livres, des personnes qui ont raconté ce qu'ils avaient traversé, et beaucoup de parents, beaucoup de mamans, beaucoup de papas. Et ensuite, moi, je vais donc accumuler énormément d'informations, de témoignages, et ça va me permettre d'avancer dans la façon dont je vais concevoir le livre et comment on va le répartir les chapitres, par exemple. Et je travaille aussi donc avec deux co-autrices, Brigitte qui est en France, qui, elle, a eu l'expérience, donc avait en plus l'aspect qui résonnait avec certaines parties de son histoire. Et puis, on a une dessinatrice qui, elle, n'a pas d'enfant, qui est venue amener une autre touche. Donc, chacune avec des sensibilités différentes. On a abordé le sujet, évidemment, avec des aspects un peu différents. Et moi, c'est vrai que comme tous les sujets sur lesquels je travaille, j'arrive avec énormément de curiosité. Ça m'intéresse de comprendre ce qui se passe, notamment dans la transition. Il y a avant des enfants, il y a des enfants qui partent, et qu'est-ce qui se passe dans ce cheminement entre les deux? Hmm. Alors justement, bah, j'ai envie de plongeons un peu dans le sujet. Qu'est-ce que tu as découvert qui étaient les grands changements en fait? Quels sont, on commence assez large et après on va plonger, hein, on va zoomer. Mais là, en Ouais. gros, quels sont les grands changements qui se jouent à cette période de vie? Bah, déjà, il y a un truc me semble important à préciser, c'est que comme toutes les transitions, et notamment celle-ci, je parlais de pincement au cœur au début, c'est normal de se sentir déstabilisé. On perd des repères. Et comme dans tout dans la vie, quand on renonce à quelque chose qu'on connaît, à un confort, euh, on est un peu perdu. Donc ça, j'allais dire, je pense que tous les parents vont ressentir ça à des degrés différents. Et donc quand vraiment, il y a la période du nid vide, on est c'est un mélange de sentiments. Il y a une sorte de grosse vague d'émotions qui nous arrive dans la tête et dans le cœur. Et il y a à la fois de l'excitation, de la fierté, parce qu'on est content quand même pour ces enfants, de les voir s'épanouir dans leur choix, de les voir partir là où ils ont choisi d'aller pour la plupart. Donc, il y a à la fois de la fierté, de l'excitation de les avoir amenés ici.
Et puis en même temps, un peu de tristesse, un peu d'angoisse, un petit peu de peur. Et quand vraiment l'anxiété va surpasser la joie, c'est là qu'on va parler de syndrome du nid vide. Et ce qui Mm. va se jouer, c'est finalement quelque chose d'assez personnel. C'est mais qui suis-je quand mes enfants ne sont plus là? Qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie? Et évidemment, ça résonne de manière très différente selon les personnalités et les choix des parents dans leur vie. Ceux qui se sont un petit peu oubliés dans l'éducation, évidemment, le vide, il est immense, il est énorme. La porte claque et on se retrouve avec une chambre vide à la maison. Et là, il y a ce grand moment de waouh, qu'est-ce que je vais faire? Et donc là, tout l'enjeu, il va résider dans le un nid se vide, peut se remplir, il peut se remplir. Et l'état d'esprit est hyper important pour aborder cette période parce que évidemment il y a du stress, donc il y a tout ce qui peut être accompagner le stress, tous les symptômes associés. Donc on peut mal dormir, on peut avoir des suées, on peut mal manger, l'appétit est perturbé, et puis il y a surtout une grosse remise en cause et moralement évidemment, on va dire, on parle de baby blues bis dans le livre parce que c'est un tsunami souvent émotionnel. Énormément d'émotions qui vont se mêler à leur départ. Donc Mm. voilà, vraiment pour moi, l'enjeu principal, il est de comment on va aborder cette période pour faire en sorte que ce soit une période joyeuse et pas que la tristesse prenne les commandes du nid. Comment on va réussir à accompagner nos enfants et réussir à entretenir une relation qui inévitablement va changer, va Mm. évoluer. Et puis comment nous, on va s'approprier cette période pour la transformer en opportunité. Mm. Mm. J'adore, j'adore, j'adore. Ce qui me vient déjà, moi, par rapport à ce qui peut être stressant et ce qui peut nous maintenir réveillés la nuit, c'est donc il y a le sujet de moi, qui suis-je, qu'est-ce que je fais maintenant, bon ça, on va en parler dans quelques instants, mais il y a aussi est-ce que mon enfant va bien, est-ce qu'il est prêt, est-ce qu'il est en sécurité. Moi je me souviens au début j'avais tellement l'habitude de vérifier que mes enfants étaient rentrés de soirée quand ils étaient à la maison qu'à un moment donné je me suis dit ben là je peux pas savoir, je sais pas s'ils sont rentrés en fait de soirée. Et donc il y a cette espèce voilà, est-ce qu'ils sont en sécurité? Est-ce qu'ils vont réussir à gérer tout ce côté en anglais? J'aime bien l'expression Yeah. adulting, devenir un adulte. Et Ouais. voilà, qu'est-ce qu'on peut faire déjà en amont, avant même quand on a encore des petits-enfants comme toi? Qu'est-ce qu'on peut faire en amont qui peut préparer l'enfant à prendre son envol? Et du coup, nous, ben, quand il part, on a le nid vide, mais on n'est pas trop angoissé. Enfin, on Ouais. n'est pas angoissé pour sa sécurité ou son indépendance. Ouais, tu mets le doigt sur une question absolument essentielle et centrale de cette période parce que les peurs, finalement, c'est un peu ce qui sous-tend le stress qu'on ressent pendant cette période-là. Et très souvent, c'est relié à est-ce qu'il est capable, comment il va se débrouiller tout seul. Et donc après, ça peut partir évidemment dans des choses beaucoup plus extrêmes où on gère plus ses peurs. Donc, évidemment, il y a plein de choses qu'on peut mettre en place et l'anticipation, pour moi, c'est une des clés majeures de l'éducation. Tous les experts que j'ai pu interviewer sur le sujet sont unanimes, à savoir l'éducation, c'est mener ses enfants vers l'indépendance. On ne Mm. fait pas des enfants pour les garder pour soi, mais on a beau le savoir. Quand ils partent, ça fait pas rien. Mais cette période-là, il s'agit de ne pas faire ça trop tôt, mais les guider en fait et leur apprendre cette indépendance relativement tôt, c'est double bénéfice. Pour eux, c'est leur donner les clés de la réussite quand ils vont partir. Et puis pour soi, c'est je vais être capable de gérer puisque je sais qu'il est capable, lui, d'assurer de son côté que je Mm. sois là ou pas. Et donc, ça passe par des choses très concrètes. Je pense que la période essentielle, elle est entre le collège et le lycée, en fait. Mm. Petit à petit, c'est être capable de leur donner de plus en plus d'autonomie. C'est les autonomiser, donc les laisser faire leurs devoirs toutes seules, ranger leur chambre, tiens, ça, c'est pas mal Mm. aussi. Ne pas être constamment derrière, les laisser leur faire confiance sur, tiens, ils peuvent peut-être se faire un repas eux-mêmes. C'est leur donner toutes les clés de manière progressive. Et là aussi, c'est un mot important, c'est progressif, ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est sur plusieurs années. Et c'est un échange. Ils montrent qu'ils sont capables, on leur donne un peu plus. Et de manière progressive comme ça, on va finalement leur donner toute la possibilité, eux, de se débrouiller tout seuls. Et on peut aussi anticiper pour soi, c'est-à-dire que je parlais des parents qui sont un peu oubliés dans l'éducation.
on a vite fait, il y a des mamans qui arrêtent de travailler, qui sont mamans au foyer. Il y a des enfants qui ont nécessité beaucoup de soins dans leur petite enfance. Ça crée des cas où on a un attachement très important avec l'enfant et qui peuvent compliquer cette période-là. Mais pour soi, on peut penser à ne pas mettre ses amis de côté, avoir un épanouissement professionnel, des engagements, parce que ce qui est dur et ce qui fait que le syndrome du nid vide, il est particulièrement complexe pour les parents qui se sont un peu oubliés, c'est que ils ont du mal à se définir autrement. Quand leurs Mm. enfants sont plus là, quand ils ont plus cette mission de maman chaperon, comme on dit ici, ou qui va les amener partout, bah, qui sont-ils? Et donc, on anticipe pour les enfants, on anticipe pour soi, en ne négligeant pas sa propre vie, quoi, sa vie perso et tout ce qu'on peut y mettre à l'intérieur, quoi. Mhm. Alors, j'ai plein de questions sur tout ça dans cet épisode, bien évidemment. Alors, juste pour revenir sur préparer les enfants, une petite anecdote. Quand c'était la fête des mères, j'ai demandé à mes enfants parce que moi, j'aime beaucoup, mon langage de l'amour, c'est les mots d'appréciation. Donc, quand c'est la fête des mères, j'en profite et je réclame. Et donc, j'ai demandé à mes enfants de me dire ce qu'ils avaient apprécié, que j'avais pu faire pour eux en tant que maman. Et ma fille, qui était en effet étudiante, qui était partie en première année d'études, elle s'est rendue compte, en côtoyant d'autres jeunes, que je lui avais appris le prix des choses. Et qu'en fait, je lui avais appris combien ça coûte de faire à manger, en fait, combien ça coûte, combien doit coûter un repas, ou combien avoir un budget, en fait. Elle était capable de savoir, d'avoir des repères de combien coûtent les choses. Et du coup, elle se retrouvait à bien mieux gérer son budget, son budget mensuel que ses amis qui, au 15 du mois, étaient fauchés et pouvaient plus rien faire, quoi. Ah, c'est très Donc, précieux. voilà, c'est très précieux, ouais. C'est très précieux parce que tu leur... c'est comme si finalement tu leur donnais un petit guide de la vie courante, quoi. Et Mhm, donc derrière, eux, ça leur permet effectivement d'acquérir les compétences et de se sentir eux-mêmes en confiance par mhm, rapport à des tonnes de défis auxquels eux aussi vont faire face, quoi. mhm. C'est marrant parce que j'ai vraiment l'impression que toutes ces choses qu'on leur dit quand ils sont à la maison ou peut-être ils lèvent les yeux au ciel en disant bon, c'est bon, en fait, ça les marque et ça les forge et ça les aide plus tard. Et quand on leur demande de faire à manger, ben, en effet, après, ils savent faire à manger. Donc ça, c'est une bonne idée. Quand on leur demande de gérer un budget, de rendre des comptes, ben, après, nous, quand on partait en week-end avec mon mari, qu'on laissait un peu d'argent pour aller faire des courses, il fallait rendre il fallait rendre les comptes avec les tickets de caisse. Et voilà, vérifier combien tu as dépensé, combien il te reste. Voilà, des petites. Ouais, exactement. Dans le livre, on a souvent des parties consacrées à des petites astuces. Et l'astuce, notamment sur tout ce qui est anticipation, on appelait ça l'opération commando, mais c'est de laisser les enfants une semaine à la maison tout seuls Mhm, pour voir comment ils se débrouillent. C'est un très bon test. mhm, Parce que bon, alors après, évidemment, eux, à ce moment-là, ils sont tellement assoiffés de liberté, ils sont très contents. Et des fois, ils en oublient quelques règles de base. Mais ça leur permet quand même de montrer à quel point ils peuvent être responsables et autonomes dans leur façon de vivre le quotidien. Très rassurant mhm, pour un parent. mhm. Très rassurant pour un parent, tout à fait. Alors, je regarde un petit peu les questions que j'avais. Alors, est-ce qu'il y a, donc je crois qu'on en a déjà un petit peu touché à ça, mais est-ce qu'il y a des profils de personnes qui sont plus susceptibles d'être affectés par ce syndrome? Donc, on a déjà mentionné ben, les gens qui se sont peut-être un peu perdus dans l'éducation. Oui. Euh, Est-ce qu'il y a autre chose qui pourrait nous faire savoir à l'avance que, tiens, moi, potentiellement, je risque Ouais. d'être affecté par le syndrome du nid vide? Alors, il y a pas d'obligation, évidemment. Chaque relation étant différente, il peut y avoir des réactions très diverses, mais c'est vrai qu'il y a des situations qui sont plus sensibles. Donc, on parlait effectivement des parents au foyer. Ça joue parce que généralement, on a mis un petit peu de côté son épanouissement pro ou des choses comme ça pour pouvoir gérer l'éducation des enfants. Et quand ils partent, bah, le vide, on le ressent souvent de manière plus retentissante. Les parents d'enfants solo aussi qui ont tendance à avoir beaucoup investi sur un seul enfant, quand cet enfant part, bah, c'est idem, ça peut être plus complexe. Un enfant qui a été malade, des relations très fusionnelles. Mhm, Donc là, le type d'attachement qu'on va développer avec son enfant joue beaucoup. Et c'est vrai qu'un parent qui a énormément projeté, notamment, mais de manière inconsciente, hein, j'entends, on n'en est pas toujours capable de se le dire, mais généralement, quand ils partent et que vraiment ça fait mal, c'est des choses qu'on peut travailler à ce moment-là et on se rend compte qu'on a beaucoup projeté sur eux et que, évidemment, au moment du départ, ça ressort. Donc ça, sont des situations, après, évidemment, quand il y a eu des séparations aussi et des événements de vie concomitants,
une femme qui en même temps va traverser la ménopause ou alors un problème au boulot et puis en même temps son aîné part, tout ça, ça fait un petit effet boule de neige. Donc ça, effectivement, ce sont des situations qui peuvent amener plus de complexité et ça peut faire un peu boule de neige. Et on a parlé tout à l'heure que les hommes, les papas aussi sont intéressés par ce sujet. Qu'est-ce que tu as découvert là-dessus sur ce sujet, entre les hommes et les femmes, entre les mamans et les papas? Alors écoute, je dirais que oui, ils sont tout aussi concernés. C'est juste qu'ils ne l'expriment pas toujours de la même manière. Les hommes ont tendance à moins parler de ce qui se passe à la maison que les femmes de manière générale. Donc, ils sont pas toujours forcément entourés. Donc, c'est quelque chose qu'ils peuvent mal vivre parce qu'ils n'en discutent pas. Et encore une fois, quand on a râlé pendant des années, ah, ils m'ont fait suer parce que je suis crevée. Des fois, on vit pas très bien le fait d'admettre que c'est dur qu'il soit parti. On devrait être Mm, content. Bah, du coup, c'est un petit peu compliqué à gérer. Et puis après, là, il n'y a pas très longtemps, un papa me disait, moi, j'ai l'impression qu'on m'a arraché un bras. mhm. C'est quand même très fort comme expression. Son fils est parti faire ses études au sud de la Californie. Il n'est pas très loin, mais du jour au lendemain, bah, il n'y avait plus la présence quotidienne. Mhm. Euh, les papas comme les mamans traversent exactement le même process. Je pense que la différence se fait vraiment dans la manière de l'exprimer et de le partager et de se faire aider aussi. Et est-ce que vous avez interrogé les enfants qui restent à la maison? Alors là, c'était pas l'objet du livre, donc c'est vrai Mhm. qu'on ne l'a pas fait, mais les enfants qui restent à la maison quand par exemple un aîné est parti sont aussi tout à fait concernés. Et alors je vais même plus loin, les études montrent que les animaux domestiques sont concernés. Mhm. Un chat peut faire une déprime, un oiseau. Enfin, euh, Mhm. donc vraiment, ça impacte, si tu veux, ça change tout l'équilibre familial. Donc quand l'équilibre, il y avait par exemple trois enfants, deux parents et un animal, par exemple, suffit du départ d'un. Tout ça, c'est chamboulé. Donc, il faut retrouver l'équilibre. Et d'ailleurs, on en parle aussi dans le livre pour les parents, quand ils ressentent le syndrome de Niville de manière un peu forte, d'être vigilants pour les autres enfants, pour ceux qui restent, parce qu'eux, ils sont toujours là. Donc, quand ils voient leurs parents complètement déboussolés, ça les déboussole encore plus. Eux aussi, ils souffrent du départ d'un frère ou d'une sœur Mhm. qui est plus là, ouais. Mhm. Oui, moi, quand mon aîné est parti, ce qui a été dur, c'est la cellule familiale, de se dire, ah, il en manque un, on n'est plus tous les cinq. Et On n'est donc, plus il y au avait complet. vraiment ce côté très bizarre d'en avoir une qui n'était pas là. Ouais, Donc ça, c'était l'étape. Après, quand la deuxième est partie, eh ben, en fait, il n'y avait plus de fratrie. Enfin, il n'y avait plus de ouais, vie. Il n'y avait plus qu'un enfant et deux parents. ouais. Donc, ça a été, ah oui, donc là maintenant, donc après la prochaine étape, là, pour l'instant, j'ai encore ma petite dernière qui est à la maison. Prochaine étape, c'est quand elle partira. Mais c'est vraiment des moments de transition et ça se passe bien hein, au final, mais c'est Et puis intéressant. pour chaque enfant, on peut ne pas le vivre de la même façon parce qu'on n'a pas les mêmes relations, notamment quand c'est vraiment le dernier qui quitte le nid, ça fait un autre effet. Même si on nous se dit, ah bah, les aînés sont partis, donc je sais à quoi m'attendre, et bien pas toujours. On peut être relativement surpris justement de réagir différemment parce qu'on avait le sentiment qu'on était préparé et pas vraiment. Pas Mm, toujours. tout à fait. Donc, il y a aussi un sujet important, notamment quand tous les enfants sont partis, c'est le sujet du couple. C'est vrai que très souvent, quand on se met en couple, pour beaucoup, enfin en tout cas ceux qui ont eu des enfants, au début du couple, le projet, c'était d'avoir des enfants, c'était la famille, c'était de... Et donc après, ben, ce projet nous a occupés, vraiment, nous a fait peut-être un peu rentrer dans un tunnel pendant 18 ans. Et là, voilà, l'enfant ou les enfants partent Ouais. et on se retrouve l'un en face de l'autre. Qu'est-ce qui se Ouais. passe là? Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que Eh tu as comme bien, conseil? alors là aussi, c'est surprenant parce que bon, bah, il y a des couples en se retrouvant sans le sujet commun, sans le fil. Un peu, c'est comme un fil rouge qui les reliait. Quand les enfants partent, eh ben, tu as des couples qui se retrouvent dans le blanc des yeux et qui n'ont rien à se dire. Mhm. Alors là, c'est très compliqué à gérer parce que on en était peut-être on le sentait, mais on n'en était pas complètement conscient. Et puis, tu as la vie qui prend toujours le dessus, et puis ce qu'il y a à faire. Donc, c'est souvent un choc parce qu'on se dit, ah, ça va être compliqué. Alors, c'est pas systématique du tout, hein. Il y a des couples qui ont très bien géré le tournant parce que justement, on en parlait tout à l'heure, c'est relié à l'anticipation. Si on a réussi à anticiper un petit peu se préserver des moments
pour le couple parental, en dehors de la bulle familiale et en dehors des enfants, généralement, ça se passe plutôt bien, c'est OK. On a des projets. Mais en tout cas, dans 100% des cas, c'est une période durant laquelle on redéfinit un petit peu les contours de son couple parce que ou on s'aperçoit que ça ne convient pas et on se dit on n'a pas envie de continuer comme ça. Donc, c'est l'occasion de prendre une décision. Les enfants sont partis, ça ne fonctionne plus, on n'a pas envie de ça. Et en même temps, on a encore pas mal d'années devant nous, on a envie d'autre chose. Donc, il y a des femmes ou des hommes qui décident de rompre. Mhm. Il y a le cas des personnes célibataires qui, là, à ce moment-là, se disent, bon, bah, c'est bon, il est temps de penser à moi. Mhm. Donc, ils vont replacer ça comme une priorité, ce qui n'était pas forcément le cas, c'était passé derrière. Et puis, il y a les couples qui se disent, mais c'est génial, on va récupérer un peu de temps. Alors, après un petit moment où on est un peu dérouté, où on perd un peu les repères, où ils vont se dire, eh ben, on récupère du temps, c'est le moment de l'investir. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et ils vont l'utiliser un peu comme un tremplin. Se dire, ah ben, on n'a pas fait tel voyage. En plus, il y a quand même un truc non négligeable, hein, c'est que les parents sont tenus au calendrier scolaire pendant des années. Mhm. Et puis, ah bah, alors là, d'un seul coup, il n'y a plus de calendrier scolaire qui s'impose de la même façon. Il n'y a plus forcément les mêmes vacances. Donc, on peut récupérer du budget et on peut se dire, ah bah tiens, il y a plus d'improvistes en fait. Hop, Mhm. on va au resto, on n'est plus que deux, on n'est plus cinq, on n'est plus quatre. Ah bah Oui, tiens, dans ton livre, tu mentionnes on se fait des huîtres pour le dîner. Bah oui, parce qu'en fait, c'est nous, ça ça, nous va. Un petit peu de baguette, un peu d'huître, un verre de vin, on est content, on quoi. est content. Voilà, exactement. Donc en fait, là encore, c'est voir le nid du côté positif et voir le nid plein en se disant, il y a vraiment moyen de le vivre comme une opportunité et de Oui, l'accompagner. et je voudrais dire quelque chose aussi qui, moi, devient présent pour moi parce que je suis vraiment dans cet état d'esprit d'anticiper, c'est que je remarque que moi, ma vie a beaucoup été rythmée par la famille et j'ai eu beaucoup de plaisir et beaucoup de joie à être disponible et à nourrir ma famille. Et du coup, même dans le rythme de la semaine, il y avait beaucoup d'être à la maison. D'être à la maison le soir pour les devoirs, pour Sûr. voilà, être présent auprès des enfants et dîner, le dîner familial, tous ensemble, tous les soirs. Et, et du coup, je pense que ce que j'anticipe, c'est que quand les enfants vont sortir du nid, tout ce temps ne va pas forcément être toujours en couple. Exactement. Et qu'en fait, il va y avoir des moments où ça va être non, ce soir, j'ai un cours et j'y vais, ou ce soir, Oui. je vais voir un film ou je vais voir un truc et je vais pas forcément tout faire. C'est pas parce que la famille avec les enfants qui prenait beaucoup d'énergie et de temps, qui prenait presque toute l'énergie et tout le temps, est partie. C'est pas toute cette énergie et tout le temps ne va pas nécessairement dans le couple. On n'est pas toujours obligé de tout faire aussi à deux. Exactement. C'est une période presque idéale parce que finalement, il n'y en a pas tant que ça dans nos vies d'adultes où on peut se poser un peu, s'interroger et se dire, alors souvent ça correspond à ce qu'on appelle dans le jargon le mi-temps de la vie. C'est une expression que j'aime jamais trop parce que euh, Le midi, tu disais. Non, j'ai ouais, vu sur le livre, il y a marqué exactement, midi. petite horloge là. Et c'est aussi pour ça, hein, d'ailleurs, que les parents ne le vivent pas toujours bien. Le vite, c'est que quelque part, c'est une page qui se tourne. Alors, les enfants, ils ont la vie devant eux, ils ont tout à construire. Et les parents, ils ont tendance à réduire, quoi. Genre, ah oui, alors eux, ils partent, mais alors nous, on va vers le bas, quoi. Et donc, ça c'est un peu compliqué à gérer. Mais là encore, on a énormément d'années devant nous et on peut les remplir. C'est un moment de se dire, ben, on leur a donné beaucoup, on les a aidés à se construire une identité. Et nous, on en est où par rapport à ça? Donc, Mhm. ça s'accompagne, généralement, c'est un conseil qu'on donne pas mal dans le bouquin, mais il faut l'état d'esprit et le comportement, faut que ce soit proactif en fait. Faut pas trop attendre de ressentir de l'isolement ou de se laisser aller complètement, parce que c'est un deuil, hein, c'est un processus de deuil. Donc chacun va cheminer de manière différente, mais on laisse des petites parties, on va renoncer à des choses. Mais si on se montre proactif, on est capable d'y répondre de manière quand même plus efficace. Donc, Mhm. tu disais, je vais avoir du temps pour moi. Ben, ça peut être tout simplement, tiens, je ne me suis pas occupée de mon corps depuis combien d'années. Voilà, il est temps de me remettre au yoga parce que j'avais pas le temps. Ou alors, ben, j'adorerais prendre des cours de dessin. En fait, vraiment s'interroger sur ce qui a pu manquer ou des activités qu'on a peut-être négligées ou des amitiés, tu vois, reprendre contact avec des gens Et qui même nous... de commencer avant que les enfants partent, parce qu'en fait, ils sont Oui, quand même beaucoup plus indépendants. Ça leur donne une oui, opportunité d'être indépendants. Ce soir, vous faites le dîner tout seul. Ce ouais, soir, voilà. Et donc, de ne pas forcément attendre, mais de ouais, saisir. Il y a quand même une liberté qui se fait quand nos enfants ont 15 ans et plus. Voilà, il y a quand même une ouais. autonomie. Et cette autonomie est saine parce qu'elle les prépare
à partir. Moi, je laisse ma fille, je vais à Burning Man tous les ans, je laisse ma fille toute seule à la maison et elle s'en sort très très bien, elle est ravie. J'ai Euh, hâte, hein. J'ai hâte. mais voilà, aussi de se dire, je ne suis pas obligée d'attendre que mes enfants soient partis. Je peux aussi Oui, commencer à prendre mon indépendance, à prendre mon envol, hein. On parle de l'envol de l'enfant, mais je vois dans l'illustratrice, là, dans votre livre, elle a aussi dessiné des ailes dans le dos des parents. ouais, Et de se dire, ben, il y a aussi un envol. ouais. Et moi aussi, je sens une sortie du nid, dans le sens où je me dis, ben, en fait, là, j'ai ce nid, mais est-ce que je veux rester là? Tu en parles quoi, dans le livre, est-ce qu'on vend la maison? Est-ce qu'on reste dans la maison? Est-ce que nous aussi, on sort du nid? Ou est-ce qu'on réinvestit le nid autrement? Moi, je me pose la question, j'ai toujours rêvé de vivre en communauté. Je me dis, un jour, je voudrais vivre dans une communauté. Je me dis, ben, peut-être que je peux amener des gens à vivre dans cette maison où c'était la famille de sang, mais je Ouais. peux créer une famille avec un F capital autrement. Donc il y a aussi un nouveau départ, une réinvention, une renaissance. Il y a Oui. la naissance des enfants et puis il y a maintenant une renaissance au-delà de la Ouais, parentalité. complètement. Bah, complètement. Et on en revient à l'histoire d'anticiper. C'est qu'effectivement, c'est dommage presque d'attendre le déclic du moment du départ, les enfants, pour se poser ces questions-là. Mais c'est souvent une période qui est propice, en tout cas, à redéfinir un petit peu ses priorités, ses envies et à changer, en fait, la place qu'elles avaient. Donc, effectivement, il y a une charge mentale qui s'allège. Il y a quand même pas mal d'avantages aussi, hein, faut pas les oublier. Et quand on les liste, c'est une bonne façon de s'en rendre compte. Mais tu as la charge mentale qui légèrement va se soulager. Tu as Après avoir trouvé les appartements et après tout ça, c'est hein. ça. Oui, parce qu'il ne faut pas négliger cette petite zone tampon. On parle dans le livre notamment de presque adultes. Hein. Ce n'est pas complètement non plus des adultes. Donc, il faut quand même leur tenir la main pour certaines choses, évidemment, encore. Mais il y a cette période qui change et qui peut, pour le parent, vraiment représenter, tu parlais de renaissance. Moi, j'aime beaucoup l'image des ailes dans le dos des parents parce que effectivement, pour eux aussi, ça peut être un envol. Et c'est important de... Quand on a du mal à le voir, parce que j'ai aussi interviewé des femmes vraiment je parlais de deuil tout à l'heure, vraiment dans tu sais, dans cette phase où tu es déprimé et triste, Mhm. où il y a beaucoup de choses qui remontent, ou des regrets, de la culpabilité, il y a plein de choses qui se mélangent et tu es un peu paralysé par ça, tu as, du mal à avancer. Bah, pour ces personnes-là, moi je recommande vraiment d'essayer de même peut-être faire un tableau de visualisation, par exemple, de coller des images, de mettre des citations, mais vraiment d'essayer de visualiser ce que ça pourrait être un nid plein et ce que ça pourrait être l'aspect positif de ce nid qui se vide, parce qu'il y a vraiment un revers positif. Mhm. Oui, et dans le livre, il y a énormément de ressources, hein. Déjà des ressources pour gérer le stress et pour sortir. Si on est dans le creux, si on est voilà bien au fond du trou, qu'est-ce qu'on peut faire déjà pour retrouver sa paix intérieure et puis retrouver son élan donc ça, c'est vraiment pour les gens qui ont des symptômes proches du burn-out, hein, vraiment Ouais. le deuil. Donc là, il y a beaucoup de ressources. Il y a l'IFT, je ne sais plus ce que j'ai vu d'autres comme ressources, mais j'ai vu plusieurs ressources dans le livre. Oui, il y a même des cocktails d'huile essentielle. Il y a tous les symptômes qui sont associés au stress. Après, il y a évidemment tout ce qui est recours à des professionnels. Il ne faut pas hésiter à se faire épauler dans ce genre de période parce que c'est des périodes de fragilité. On peut en ressortir comme, je te parlais des transitions. Pour moi, toutes les transitions, elles s'accompagnent de renoncements qui sont parfois douloureux. Mais dans le renoncement, je veux dire, un enfant qui devient un adolescent qui devient un adulte, ça jalonne toute notre vie. Tout le parcours Mhm. d'un humain est jalonné par ces renoncements. Si tu arrives à les accompagner, ben, tu gagnes aussi. C'est pas que la perte. Donc, se concentrer sur ce qu'on gagne plutôt que sur ce qu'on perd. Et là encore, c'est l'état d'esprit, mais ça peut jouer. Et on n'est pas seul face à ça. Tu as des groupes de soutien, parler à des amis, sortir, se faire du bien, se faire masser. Enfin, revenir à des choses un peu essentielles, reconnecter avec soi-même, son corps. Voilà, je pense que c'est Mhm. essentiel. Mhm. Je crois que c'est important de réaliser, parce que parfois on peut encore être dans ses croyances. Moi, je sais que la génération de mes parents, aller voir un psy ou se faire aider, Oui. ça voulait dire qu'on était fou. Enfin, c'était vraiment les faibles qui faisaient ça. Et aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, on le sait que c'est plus le cas. On sait que, d'ailleurs, on pourrait très facilement recommander à un ami de se faire aider ou à une amie de se faire aider, mais ça reste difficile de le faire pour soi, notamment. Alors, c'est une très bonne idée de se dire ça, notamment parce qu'on n'a pas vu nos parents le faire. Oui.
Ce qui veut dire que si nous, on le fait, nos enfants nous auront vus demander de l'aide. Et donc, Ouais, on fait cette transmission. Et ça, quand je dis ça aux personnes que j'accompagne, c'est souvent très libérateur de se dire, ah, donc c'est pas juste que je le fais parce que je suis faible et j'y arrive pas toute seule et c'est pas ça. C'est je le fais parce que c'est bon pour moi. Et en plus, ça sera un bon exemple pour mon entourage. ouais, Je me suis fait aider et je peux raconter qu'est-ce qui se passe, comment je progresse, comment j'avance. Si j'ai envie, je peux témoigner. Et là, du coup, déjà, je montre à mes enfants que je ne suis pas Wonder Woman et que moi aussi, parfois, j'ai besoin d'aide et que moi aussi, j'ai besoin de soutien. Donc ça, c'est toujours bon parce que je crois qu'aujourd'hui, on a quand même une situation très particulière, hein, où les femmes sont sorties, beaucoup de femmes ont choisi d'aller travailler et d'avoir des enfants. Et donc, on se retrouve sur tous les fronts, mais la société, elle n'a pas changé, hein. C'est toujours les femmes qui portent la grande majorité de la charge mentale, de la logistique, même si les hommes contribuent beaucoup plus, on est mieux. encore très loin de l'égalité. Et au niveau sociétal, on est très très loin d'une répartition sociétale du fait que en tant qu'humain, on fait des enfants et il y a des générations qui naissent et aujourd'hui, le poids de, enfin, Absolument. élever ces générations aujourd'hui repose encore énormément sur les femmes. Donc, tout ça Ouais, pour dire que se faire aider, se faire accompagner, savoir qu'on n'est pas des Wonder Woman, c'est bon pour nous déjà, et ça c'est très important, c'est ma vie, c'est mon existence, et donc j'ai le droit de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour que mon existence soit plus sereine, plus paisible, plus joyeuse. Et donc si je suis en difficulté, bah, il y a évidemment, il y a la possibilité de se faire aider, et j'ai le droit, je mérite de me faire aider. Et en plus, en faisant ça, je transmets. Ah non, c'est crucial, ouais. C'est Mhm, crucial. Et puis, il faut pas oublier que les enfants, ils partent, mais on n'arrête pas d'être leurs parents, hein. mhm. Donc, c'est une porte qui se ferme, mais il y en a une autre qui s'ouvre. C'est-à-dire que on reste leurs parents. Il y a toujours la relation parentale qui existe, même si, pour reprendre l'image de la balance, quand ils sont tout petits, eux, ils sont vraiment tout en bas et nous, on est tout en haut. On doit tout gérer. Et puis, avec les années qui passent, ça s'équilibre. Mais on va avoir des relations où on est censé, entre guillemets, être face à face, d'égal à égal, en quelque sorte, tout en restant le parent. Donc ça aussi, ça se négocie. C'est-à-dire que je pense qu'un parent, quand l'enfant quitte la maison, s'il reste dans une posture un peu autoritaire, un peu stricte, un peu je suis ton parent, donc il faut que tu fasses ça, ne pas admettre ses faiblesses, etc., l'enfant, très clairement, va avoir tendance à prendre la tangente, hein. Mhm. Je pense que très fréquemment, ça peut générer des conflits et donc le nid vide se double de relations qui sont pas forcément harmonieuses mais conflictuelles parce qu'on va pas forcément respecter le choix de l'enfant, que l'enfant ne va pas comprendre le comportement du parent. Donc voilà, faut quand même pas oublier que certes, il y a le nid vide, mais que derrière, comme toute une relation qui continue de se construire. Mhm. Et donc, est-ce que tu as comme conseil ou comme recommandation, comment est-ce qu'on reste en lien alors que notre enfant nous appelle jamais ou ne répond pas à nos messages? Euh, Comment est-ce qu'on crée des moments de rencontre alors que c'est une nouvelle dynamique? Ouais. Est-ce qu'il y a des astuces pour créer une nouvelle dynamique? Ben, surtout dans un contexte où il y a 250 possibilités de se faire un WhatsApp, un texto, un mail, un Zoom, et je t'en passe, et des meilleurs, hein. Je pense que le secret, il est de trouver, et ça demande un peu de travail parce que il n'y a pas un livre pour le coup qui va donner la solution. Alors, pour maintenir le lien affectif avec mon enfant, ça va se faire comme ça. Parce que je pense que chaque relation, évidemment, a une dynamique interne qui est différente à chaque fois. Mais par contre, c'est vrai qu'il faut trouver l'équilibre entre ne pas être trop intrusif, mais quand même être là. L'enfant ne va pas forcément le dire, mais il peut apprécier que son parent soit là. Donc, toujours leur laisser la porte ouverte, toujours dire, écoute, si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là. Si ça va pas, si tu as besoin d'appeler ou quoi que ce soit, déjà, toujours avoir la porte ouverte. Ensuite, les respecter. Je pense que le respect, c'est hyper important. Les Ouais. respecter dans leurs choix, respecter par exemple leur relation. C'est l'âge aussi où des fois, ils ont un chéri, une chérie. Bon, essayer de valider leur choix d'adulte parce que quand ils se sentent pas cautionnés ou validés par le parent, c'est hyper dur et généralement, ça vire au conflit très souvent. Mhm. Donc, et c'est pas simple, c'est pas du tout simple à gérer parce que voilà, trouver la bonne position. Je pense que tout l'enjeu, il est trouver le bon positionnement entre je suis là
mais pas trop. Et ça passe aussi par discuter ensemble, hein, se dire, bon, alors maintenant, il va falloir retrouver un équilibre ensemble. Qu'est-ce qu'on a envie de faire, par exemple, de manière festive ensemble? Quelle fête on a envie de passer ensemble? De manière, moi, j'aimerais bien avoir avec toi, c'est important aussi d'exprimer ses besoins en tant que parent. Ça me ferait plaisir de passer, je sais pas, d'aller déjeuner avec toi de temps en temps, ou alors partage-moi un livre que tu lis. Chacun va après trouver dans les intérêts et les goûts de son enfant et dans les siens un terrain d'entente, je pense. Mhm. Mais il faut que la communication, il faut qu'on sache que, Ouais. je trouve qu'il faut déjà, faut qu'on sache qu'il y a une possibilité de réinventer, de réactiver, de transformer le lien qu'on a, qui était un lien qui était nourri par le fait qu'on était tous sous le même toit. Et donc maintenant qu'il n'y a plus ça, comment est-ce qu'on réinvente et comment est-ce qu'on discute ensemble de notre désir de réinventer ça? Mhm. Exactement. Enfin, je pense aux parents, notamment quand les enfants sont grands ados, ça peut parfois mal se passer à la maison. Les parents en ont ras-le-bol, il y a pas, la communication est un peu rompue. Euh, alors, ça ne veut pas dire quand l'enfant part qu'on va rester sur des relations conflictuelles. Au contraire, je pense que c'est important de le voir sous l'aspect un peu, sous l'aspect avec une petite touche d'espoir. C'est que c'est un moment où justement on peut se dire, OK, ça s'est mal passé ces derniers temps à la maison pour X ou Y raison. Tu pars, j'ai envie que ça se passe bien. Qu'est-ce qu'on fait pour arranger la situation? Et tu parlais de communication, et c'est vrai que la communication, de toute façon, tout du long, est absolument essentielle. Il faut la nourrir, il faut qu'elle soit bienveillante. Donc, c'est un mot qui est un peu galvaudé, mais éviter de constamment être le parent donneur de leçons. L'enfant a aussi des choses à nous apprendre, donc rester ouvert à ça. Ne pas accuser, ne pas blâmer, ce genre de choses, pour moi, sont des petites choses qui paraissent un petit peu, à la fois ça demande de la subtilité, mais à la fois quand on en a conscience, on sait qu'on peut appliquer ça et ça améliore réellement, c'est efficace, Mhm. la communication. Parce que c'est vrai que si la communication est rompue avant le départ, c'est quand même complexe, c'est Mhm. difficile. J'ai- J'avais une conversation avec ma fille, justement, je suis allée lui rendre visite à Amsterdam où elle est étudiante. D'ailleurs, elle écoutera sûrement cet épisode parce que je sais qu'elle écoute beaucoup de mes épisodes. Et on avait une conversation ensemble. Elle me disait, qu'est-ce que tu crois qui fait qu'on s'entend aussi bien dans notre famille? Qu'est-ce qui fait qu'il y a une telle bonne dynamique? Et c'est ce que ses amis disent. Il y a peu de conflits entre sœurs. Et ce qui m'est venu, et en toute honnêteté, je crois que c'est quelque chose qui vient beaucoup de mon mari, une contribution de mon mari à notre famille, c'est qu'on se respecte. Ah oui, Et oui, ça, c'est-à-dire que à tout moment, on part du principe que l'autre ouais, vient d'une bonne énergie et qu'il n'est pas en train d'essayer de nous arnaquer ou de nous machin ou de nous bidule. À tout moment, l'autre n'est pas en train de chercher il s'en fout pas. Et on part toujours du principe que l'autre vient de quelque chose de bon. Et quel que ouais. soit ce qu'il est en train de faire ou de dire, ou il y a quelque chose l'énergie initiale, c'est quelque chose de bon. Et donc, on respecte ça. Et après, ça n'empêche pas qu'on peut ne pas être d'accord. Ah, bien sûr, Voilà, évitable même, j'ai envie de dire. voilà. On peut ne pas être d'accord, mais on respecte que l'autre a un point de vue différent, une posture différente, et on discute. Et je crois qu'en tant que, surtout quand ils sont ados, on peut quand même beaucoup encore influencer, surtout si on pense que notre enfant se trompe. Oui, Voilà, oui, vraiment, on peut complètement. en dialoguant, mais en respectant, on peut encore avoir un impact, mais en reniant et en disant non, tu as tort, c'est n'importe quoi, en fait, on coupe la possibilité, le lien, en fait. Et Ouais. mhm, Exactement. Exactement. C'est exactement ça. Je pense que si tu veux pouvoir entretenir le lien quand tes enfants deviennent adultes, la base, c'est le respect. mhm, Et ça peut exiger un peu de lâcher prise, hein. Il y a des parents pour lesquels c'est difficile, mais c'est comme un muscle. Je pense que ça peut, on peut exercer ça en soi. On peut, des fois, on va mhm. avoir une tendance à dire mais n'importe quoi. Et ben non, on tourne vraiment sa langue 7 fois dans sa bouche avant de parler. Déjà, je pense que ça peut avoir un impact positif sur la communication, mais le respect parce que le respect, les enfants, ils ont grandi dans du respect, ils le témoignent également généralement. Donc, Voilà. Mhm. Tu c'est- parlais tout c'est- à l'heure du lâcher-prise. ouais, Je pense que le lâcher-prise est en effet quelque chose de très important. Et j'ai remarqué, moi, que moi, j'ai une nature à vouloir contrôler les autres.
Ah, ben, écoute, J'ai- on a un gros point commun. Et ça Voilà. demande du travail, hein. Et j'en ai conscience, donc ce qui est génial. Parce que je pense que ce qui est compliqué, c'est quand on a ça et on n'en a pas conscience. Donc quand on en a conscience, c'est déjà un énorme pas en avant. Et donc, le lâcher prise, c'est ça, c'est de ne pas chercher à contrôler l'autre et d'accepter que mon enfant, surtout quand il a quitté le nid, il fait ses choix et en fait, c'est son chemin de vie. C'est sa vie. Et je ne peux pas contrôler ce que mon enfant fait. Et ce que je remarque aussi, c'est que je vais avoir d'autant plus envie de contrôler l'autre si j'ai l'impression que ma vie est out of control. C'est-à-dire que Absolument. si moi, je suis pas en train de faire ce que j'ai envie de faire dans ma vie, si moi, je suis en train de procrastiner ou je suis en train de pas prendre des décisions que j'ai besoin de prendre, donc si moi, je suis pas en contrôle de ma vie, eh ben, je vais naturellement vouloir contrôler l'autre ou m'énerver dès que la maison est pas rangée, enfin, contrôler l'espace, il faut que tout soit carré, posé. Voilà, et il peut y avoir une corrélation entre mon besoin de contrôler tout ça, parce qu'en fait, j'arrive pas à contrôler, et je dis contrôler avec un beau C, quoi, à être en contrôle de ma vie, à avoir le pouvoir sur ma vie. Ah ben, écoute, ça résonne tout à fait. Je vois très bien de quoi tu parles. Mais je pense qu'effectivement, tu as tout à fait raison. Et on en revient à cette nécessité parfois de se faire accompagner. On n'est pas toujours capable, seul avec soi-même, de dépasser ça. Et c'est pas une honte, c'est pas. Au contraire, je pense que ça demande un petit peu de courage et d'honnêteté. Et je pense qu'être honnête avec ses expériences, c'est super important, notamment quand on a des périodes de fragilité, des périodes de doute. Euh, Enfin, là, on a des enfants qui partent. Je vois pas le souci d'être déstabilisé, de se dire, j'ai peut-être besoin d'un petit coup de main parce qu'effectivement, là, je n'y arriverai pas en solo. Mhm, mhm. Alors, Donc, j'ai un dernier point que je voulais qu'on aborde, et oui. après, on va clôturer parce que le temps passe. Mais c'est un point qui est quand même assez récurrent pour pas mal de parents. C'est ce qu'on appelle l'enfant boomerang. C'est-à-dire que l'enfant est parti, donc nous Ouais. on a reposé nos bases, ou peut-être pas d'ailleurs, peut-être qu'on n'a rien changé ou peut-être qu'on a changé des choses, mais l'enfant finit ses études, il est parti pour faire 4 ans d'études, son bachelor, et ben voilà après il revient, ou il arrête les études au milieu, ou voilà, il revient à la maison, et donc là comment on gère? Parce que moi personnellement, si ça m'arrive, je souhaite pas que mon enfant revienne comme avant. Il reviendra pas comme avant. C'est rarement le cas où ça se passe très mal et il ne reste pas dans ce cas-là. Mais dans le contexte actuel, avec enfin, la pandémie, les confinements qu'il y a eu, les difficultés économiques dans le monde de fou dans lequel on vit actuellement, bon, il faut savoir que juste, je fais une petite parenthèse, mais les enfants, on parlait de notions assez récentes hein, au début de l'épisode. Je te disais que c'était une notion qui avait été cliniquement étudiée dans les années 70. Faut savoir que les enfants au 19e siècle, c'est des questions qui se posaient même pas, hein. Ils partaient entre 11 et 15 ans, on les voyait plus, ils étaient mariés, bon, ils restaient dans le village, hein. Souvent ils allaient pas très loin, mais les parents, ils se posaient pas ces questions-là, il n'y avait pas de contraception, il n'y avait pas tout ça. Et donc, eux, leur but, c'était d'essayer de travailler le plus possible pour pouvoir les nourrir. Ils étaient presque contents des fois quand ils partaient parce que ça les soulageait. Et puis tout ça, ça s'est complexifié, les relations, l'interdépendance, notamment avec le contexte social et de nos sociétés actuelles. Et aujourd'hui, c'est un phénomène qu'on voit très souvent se produire. Bim, l'enfant revient, mais parce qu'en fait, eh ben, il n'a pas trouvé de boulot, c'est hyper dur, il est au chômage, évidemment, on ne peut pas le laisser en grande difficulté, et donc la porte peut rester ouverte et il revient. Et c'est pas souvent facile à gérer. Pour l'enfant qui le vit rarement, rarement bien, hein, évidemment, pour lui, c'est un retour en arrière, il le vit souvent comme un échec. Et le parent se dit, ah bah attends, qu'est-ce qui... Enfin, si on se base sur ce qu'on a vécu avant qu'il parte, on se trompe parce que là, on a évidemment peur que ça se repasse pareil. Donc, généralement, il faut... C'est pas forcément un problème si, encore une fois, la communication est correcte, est établie entre les deux, parce que le parent, là, dans ce cas, l'enfant revient vivre chez le parent. Donc, c'est quand même le parent qui doit imposer son cadre. C'est pas à l'enfant d'imposer le sien en revenant chez ses parents. Donc, il faut quand même que l'enfant, là, se plie à un certain respect. C'est-à-dire que si entre-temps, il y a des choses qui ont changé, ou eh ben, l'enfant doit respecter ça. Et le parent doit lui laisser sa place, mais il est quand même chez nous. Mhm, C'est important de discuter, important de se dire, bon, on en parle, c'est quoi, combien de temps tu as l'intention de rester aussi? Ça joue, parce que quand on voit pas la fin, hein, je pense au film Tanguy, avec mhm, ses parents qui essaient de faire partir leur fils par tous les moyens,
c'est évidemment assez drôle, mais ça peut être absolument dramatique. Ça peut complètement retourner une relation. Donc, c'est vrai que je pense que la communication est essentielle, cadrer un minimum, sans être le parent strict de retour, genre tu manges à telle heure, mais il faut qu'il contribue. Voilà, il est là, il faut évidemment qu'il amène sa contribution à la famille et au foyer. Mm, mm. On reste un parent, hein. Oui, oui. Non, non, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, on va clôturer cet épisode. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé ou est-ce qu'il y a un mot d'espoir, un mot d'encouragement ou un dernier petit conseil, le mot de la fin pour toi, Bah, Charlotte? ouais, écoute, j'ai envie de dire que j'espère que les personnes qui vont écouter cet épisode vont se rendre compte que le Nivite, c'est aussi une opportunité. Être parent, c'est un voyage, donc il y a plein d'arrêts, il y a plein de gares, et il continue. Et donc, il faut vraiment réussir à, je pense, le voir comme ça, parce que le voyage continue et il va parfois traverser des périodes un peu plus compliquées ou en montagne, où il va faire une météo pas super. Ben, c'est pas grave, ça fait partie du voyage et je pense que généralement, ça fait grandir tout le monde. Et je voudrais aussi dire que les parents oublient souvent d'être fiers d'eux-mêmes. Et je trouve ça hyper important, la fierté, parce que quand on a réussi à mener ses enfants à leur indépendance, c'est qu'on a aussi réussi son boulot de parent. Et donc voilà, mettre un petit peu de fierté, de l'admiration, essayer d'admirer ses enfants pour ce qu'ils sont en train de devenir et ce qu'ils construisent. Et puis voilà, ne pas perdre ça de vue et ne pas se laisser submerger par ses émotions. J'espère que tout le monde l'aura compris, mais il y a des tonnes de solutions pour gérer ses émotions et que si on arrive à un petit peu voilà, les travailler, généralement, on arrive à mieux voir l'aspect positif de la chose. Oui, et ce Un qui me peu. vient en tête aussi, c'est pas forcément positif ce que je veux dire là, mais ce qui me vient en tête, c'est ça peut aussi être difficile parce que notre enfant prend son envol, mais ça se passe mal. Tout à fait. Et donc il y a aussi, qu'est-ce que j'ai raté, qu'est-ce que j'ai mal fait, qu'est-ce que j'ai. Et donc là aussi, ça peut être intéressant de se faire aider, de se faire accompagner, de trouver des solutions. Et ça peut aussi devenir une opportunité et pour l'enfant, et pour le parent, et pour la relation. Je pense que là, il y a Hmm. toujours considéré trois entités bien distinctes. Et la relation, pour moi, c'est une entité autant que l'enfant. Ça peut faire évoluer la relation dans le bon sens. Les problèmes, ils font partie de la vie, hein. On ne peut pas non plus faire semblant. Un envol ne se passe pas forcément bien. Il y a des enjeux économiques actuels, de santé, enfin des tas de choses qui peuvent venir en chemin. On en reste pour autant parents. Hmm. Et ça, je pense que c'est le plus essentiel, c'est que on reste un parent jusqu'au bout. Mhm. J'ai un ami qui vivait une situation difficile récemment et qui disait, ça n'est pas mon choix, mais c'est mon chemin. Et Exactement. donc, voilà, ce qui m'arrive, voilà, c'est pas forcément ce que j'aurais choisi, ce n'est pas forcément comme j'aurais voulu, mais par contre, c'est mon chemin. Donc là, il y a un côté, ça veut dire que moi, là, j'ai quelque chose à apprendre. Là, moi, j'ai une opportunité. C'est ce qui arrive me donne une opportunité à moi de faire mon chemin de vie. Exactement. Je pense que Voilà. tu clôtures absolument, j'ai rien à rajouter à ça. C'est tout à fait ce que j'ai envie de partager et tout à fait ce que je ressens. Super, formidable. Ben, écoute, merci beaucoup Charlotte pour ce super épisode. Je suis sûre qu'on va avoir beaucoup de retours positifs. Et puis, j'espère te retrouver peut-être sur un des prochains livres que tu auras écrit. On pourra te recevoir à nouveau au micro dans le futur. Ah, À très merci bientôt. beaucoup. Merci Christine. Si tu aimes ce podcast et que tu veux m'encourager à continuer, je t'invite à mettre 5 étoiles à partir de ton téléphone sur Apple Podcast ou sur ta plateforme préférée. Tu peux aussi partager l'épisode que tu viens d'écouter avec ton entourage si tu penses que cela pourrait les intéresser. Et si tu as envie d'aller plus loin, je t'invite à t'inscrire à la newsletter Shine sur mon site christineleviki.com/inscription. Tu pourras recevoir mes meilleurs conseils pour prendre le pouvoir sur ta vie et rayonner. En attendant, je te dis à bientôt pour un nouvel épisode. Si tu aimes ce podcast et que tu veux m'encourager à continuer, je t'invite à mettre 5 étoiles à partir de ton téléphone sur Apple Podcast ou sur ta plateforme préférée. Tu peux aussi partager l'épisode que tu viens d'écouter avec ton entourage si tu penses que cela pourrait les intéresser. Et si tu as envie d'aller plus loin, je t'invite à t'inscrire à la newsletter Shine sur mon site christineleviki.com/inscription. Tu pourras recevoir mes meilleurs conseils pour prendre le pouvoir sur ta vie et rayonner. En attendant, je te dis à bientôt pour un nouvel épisode.